Bonjour tout le monde. Bienvenue au rendez-vous virtuel du récit du 19 mars, 10h30. Nous sommes le 20 mars aujourd'hui. Hier, il y a eu une petite complication technique et l'enregistrement n'a pas eu lieu. Émilie et moi, on refait l'enregistrement aujourd'hui pour conserver des traces du projet sur le site du récit. Alors, nous allons reprendre le tout. Nous avons pris en note les questions des participants, alors on va répondre aux questions des participants et on va faire vivre une belle présentation afin de vous bien vous expliquer quel est le projet Code Montréal à la CSDM. Alors, je me présente, mon nom est Pascal Dominique Chaillet, je suis conseillère pédagogique au service local du récit de la commission scolaire. Je vais laisser ma collègue se présenter. Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Émilie Dion. Je suis analyste à la Commission scolaire de Montréal pour le projet Code Montréal. Excellent, merci Émilie. Vous avez la présentation, il est possible de télécharger la présentation. J'ai également remis la présentation au récit afin qu'elle puisse le mettre sur le site, donc vous pouvez y accéder afin de pouvoir voir tout le cheminement. Alors, qu'est-ce que je vais vous présenter aujourd'hui? C'est tout le processus qui a été mis à jour pour le projet Code Montréal de la CSDM. Alors, comment on est arrivé à créer ce projet-là à la Commission scolaire de Montréal? C'est quand même un très gros projet. Il a été nommé dans le plan numérique afin que ce soit un projet exemplaire. Alors, aujourd'hui, je vais vous le présenter afin de vous aider, les commissions scolaires, si vous voulez faire un tel projet dans votre commission scolaire, ben, on ne réinvente pas la roue, on construit sur ce qui est déjà fait et on peut bonifier le tout, l'ajuster avec les, euh, les intentions des commissions scolaires. Donc, il est possible de co-construire là-dessus. Alors, le projet existe depuis 2 ans à la Commission scolaire de Montréal. Il a commencé officiellement à l'année 17-18. Et chaque année, depuis 2 ans, nous avons plusieurs classes et élèves qui y participent. Donc, aujourd'hui, j'ai 3 intentions pour la présentation afin de vous faire vivre le projet. Donc, inspirer et partager avec les autres commissions scolaires, rien ne faire de réinventer la roue, comme je le disais tout à l'heure. Découvrir la démarche retenue par les services pédagogiques, les services informatiques et la fondation de la CSDM qui vise réellement intégration d'un projet d'initiation à la programmation en classe. Donc, comment on a fait toute cette équipe-là pour bâtir le projet et découvrir comment nous avons initié les enseignants et les élèves à la programmation afin qu'ils découvrent le potentiel pédagogique de la programmation en classe. C'est important de voir comment les élèves et les valeurs ajoutées qu'ils peuvent avoir par rapport à ça. Donc, tout au long du webinaire, hier, on a posé, les gens ont réagi, ont posé beaucoup de questions. Donc, Émilie va prendre la parole pour nous poser les questions que les gens hier avaient posées durant la présentation. Alors, la première question qu'on a posée aux gens, c'était, d'après vous, quelles sont les valeurs ajoutées de la programmation en classe? Oui, en fait, on avait une participante qui nous avait répondu que, dans le fond, une des valeurs ajoutées était le développement des compétences en résolution de problèmes et ce, de façon créative et ludique. Excellent. Donc, les valeurs ajoutées, on va les voir plus en détail par rapport à ce qui vont être sollicités tout au long. Vous allez voir, il y en a plusieurs. Alors, nos inspirations. Nous avons été inspirés par les travaux de Margarida Romero et Mme Laferrière, Teresa Laferrière, qui ont créé ce projet, ce modèle d'intégration de la programmation en classe. Il faut dire qu'à la Commission scolaire de Montréal, nous avons été toujours très proactifs sur la création. Comment utiliser le numérique pour créer en classe? Comment utiliser pour construire, co-construire son savoir, solliciter les compétences. Donc, quand on a vu le modèle sur la programmation, ça nous a tout de suite interpellés pour nous, par rapport à nos valeurs à la commission scolaire. Donc, ici, au niveau du modèle, on voit bien que c'est séparé en 5 sections. Il y a la consommation, la programmation de la consommation et la programmation au niveau créatif. Et on s'est inspiré de ce modèle-là un petit peu pour préparer les gens et bâtir nos activités pédagogiques. Alors, au niveau de la programmation, au niveau de la consommation, ben,
au départ, quand on a commencé à travailler avec les enseignants, on s'est dit qu'il était important de préparer le terrain. Qu'est-ce qui était important de faire pour préparer son cerveau euh, pour apprendre les habiletés de base de la programmation? Alors, l'ordre, la séquence, la résolution de problèmes, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau au niveau cognitif et métacognitif? Donc, qu'est-ce qui est important? C'est les activités préparatoires. Donc, des activités sans technologie. Donc, ici, avec le lien, vous avez plusieurs possibilités. Hein. Donc, en classe, qu'est-ce qu'on a vu? Des activités sans technologie qui préparaient à l'ordre de la séquence, à respecter les consignes, à résoudre des problèmes. Donc, on a vu des jeunes qui jouaient au robot. Donc, les élèves se donnaient des consignes, l'enseignante donnait des consignes pour que le robot avance, tourne à droite, tourne à gauche, tourne à droite, mais combien de degrés tourne à droite, tour d'un quart de tour de 90 degrés. Donc, de donner de plus en plus des consignes très claires. Ensuite, on a vu aussi des jeux que les enfants se plaçaient deux par deux et donnaient exemple, place le carré rouge au centre, place le triangle bleu en haut à droite. Donc ça, c'est un jeu avec les petits, ça les permettait de respecter les consignes. Avec un peu plus grand, on a demandé aux enfants de créer un dessin et il devait donner à sa collègue ou son compagnon les consignes pour qu'il puisse reproduire ce dessin-là le plus exactement possible, plus précisément possible. Donc, encore une fois, à l'écoute des consignes, qu'est-ce qui est important? Quelles consignes qu'il faut que je mette en évidence? Donc, ce sont toutes des petites activités préparatoires. Ensuite, on a aussi suggéré aux enseignants d'utiliser des applications de consommation interactive. Qu'est-ce que c'est des applications de consommation interactive? C'est des applications qui cherchent une réponse. Donc, il y a un problème, il faut trouver la solution et c'est le programme qui détermine quelle est la stratégie qu'il faut mettre en place. Donc, on a plusieurs petits jeux, exemple, Bibot sur le web, alors, on voit la petite bibotte ici sur le tableau numérique interactif. Il faut passer à travers les petites fleurs pour aller butiner jusqu'à la ruche. Donc, il faut avancer 3 fois pour arriver jusque dans la ruche. Donc, on fait le programme. Il y a une seule réponse possible, donc il faut exécuter la bonne réponse. On a aussi le jeu comme Tortue Logique, par exemple, qui se vit sur la tablette. Donc, il faut aller positionner les flèches, les bonnes flèches aux bons endroits pour que la petite tortue puisse se déplacer sur, excusez-moi, sur le parcours afin de réaliser. Encore une fois, on cherche une réponse, mais ça prépare quand même le jeune à la résolution de problèmes. Il faut qu'il se questionne, il faut qu'il regarde. Et si jamais il ne l'a pas, bien, il peut se reprendre une deuxième fois. Il y a quand même interaction. Bon, évidemment, il y a le site code.org qu'on va utiliser, hein, des petits jusqu'aux plus grands, plusieurs activités qui sont mises en place. Les consignes sont affichées, donc il faut lire les consignes, il faut utiliser les blocs de programmation et les déplacer pour exécuter le programme. On appelle ça des activités de consommation parce qu'on cherche la réponse. Pour le projet Code Montréal, nous, on voulait aller plus loin dans le processus. Donc ça, c'était sûr que c'était ancré chez nous. Et déjà, avant que le projet se crée, on avait déjà commencé à réfléchir sur ces programmes-là qui étaient investis. Donc, on disait, bien, c'est intéressant, mais nous, on va aller vers la création. On va aller que les jeunes collaborent ensemble, co-construisent, réfléchissent, qu'il y ait plusieurs solutions de réponse possibles. Parce qu'on sait que dans la vraie vie, quand on est sollicité à un problème, mais il n'y a pas une seule solution, il y a plusieurs solutions possibles. Donc, on voulait aller vers cet aspect-là pour justement habiliter les jeunes à résoudre des problèmes et à trouver différentes possibilités de réponse. Donc, ça nous intéressait. Et on a commencé à réfléchir pour voir quelle sorte de programme qui était disponible pour qu'on puisse aller travailler dans ce processus-là, pour créer, collaborer, réfléchir ensemble, trouver des possibilités de réponse. Donc, Scratch Junior est un outil très intéressant pour pouvoir, et son grand frère, Scratch, c'est des outils qui sont gratuits, qui sont disponibles sur le web ou sur la tablette, donc qui nous permettent de déplacer les blocs pour créer et d'inventer une panoplie d'activités fort différentes les unes des autres. Donc, ça, c'était intéressant. Tout à l'heure, j'ai demandé à Émilie de nous dire qu'est-ce que les participants avaient dit.
au niveau des valeurs ajoutées. Donc, je l'ai fait un petit peu plus vite qu'était supposé. Alors, Émilie, je vais passer cette diapo. Alors, au niveau des valeurs ajoutées, tout à l'heure, Émilie, elle disait, bien, la résolution de problèmes hein, dans des contextes signifiants, effectivement, c'en est une valeur ajoutée, mais il y en a tellement de valeurs ajoutées. Alors, ici, on voit un petit tableau que j'ai fait grâce aux commentaires des gens. Quand je forme les enseignants sur la programmation, bien, ils me donnent les valeurs ajoutées. Alors, je les ai regroupées. Il y en a beaucoup plus que ça, mais quand même, il y en a plusieurs. Donc, résoudre des problèmes, effectivement, c'en est. Le développement créatif, beaucoup de créativité, parce que quand on utilise comme un outil comme Scratch ou Scratch Junior, bien, les possibilités sont infinies. Seule notre créativité peut nous bloquer, mais il y a tellement de possibilités. Ajouter des défis aux élèves, être capable de progresser au rythme de l'élève. Donc, l'élève va se lancer un défi, il va tranquillement progresser, il va mettre ses compétences à exécution et il va pouvoir avancer là-dedans. Avoir une rétroaction en temps réel, ça, le lutin réagit, donc je me réajuste et je peux bonifier mon programme. Accepter l'erreur pour construire. Donc, l'erreur est là, elle n'est pas fatale. Au contraire, elle est elle a beaucoup de potentiel ici parce qu'elle me permet de me réajuster. Accepter que les élèves vont dépasser l'enseignant. Ça, c'est pas long que les élèves nous dépassent parce que d'autres ils ont beaucoup de temps à aller sur Scratch ou sur Scratch Junior et ils vont faire énormément de petites histoires ou d'animations. Donc, c'est pas long qu'ils vont aller plus loin, mais se servir des élèves pour qu'ils puissent venir nous partager leur expertise et le partager avec les autres. Bref, des valeurs ajoutées, il y en a tellement que c'est une plus-value de le travailler dans des contextes aussi signifiants. Donc, l'historique du temps, un petit peu, maintenant qu'on savait un petit peu plus où on voulait aller au niveau de nos croyances, donc le créatif, la collaboration, les possibilités, des outils qui étaient gratuits. Donc, on va aller voir un petit peu l'historique du temps, comment que le projet s'est mis en place. Donc, il y a eu en 2016 la consultation au service, dans les commissions scolaires, au service pédagogique pour écrire un mémoire et réagir aux questions que le ministère posait aux commissions scolaires. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord? Et une des questions était, êtes-vous d'accord pour que la programmation et la robotique soient dans les activités quotidiennes de la classe? Alors, la CSDM, évidemment, était d'accord par rapport à ça parce que nous, ça faisait longtemps qu'on en faisait de la programmation et de la robotique, mais c'était quand même dans quelques initiatives ici et là, mais c'était intéressant de rassembler tout ça. Donc, évidemment, la commission scolaire était d'accord quand elle a remis son mémoire. Pendant ce temps, en 2016, il y a une communauté de pratique qui a été créée. Donc, j'étais la conseillère pédagogique qui a créé ce projet-là. Donc, on avait 6 classes, 3 classes de deuxième cycle et 3 classes de troisième cycle. Et on a co-construit ensemble. Et la beauté des communautés de pratique, c'est que tout le monde se met à contribution. Les enseignants, l'ACP, on se met ensemble, puis on se met à collaborer, à créer ensemble et à se réajuster. Il n'y a personne qui dit aux autres comment faire. Tout le monde co-construit leur savoir en même temps. Donc, on a travaillé avec l'outil Scratch. On a travaillé avec les outils de consommation. Après ça, on est allé voir avec le potentiel pédagogique de Scratch, de voir la plus-value au niveau de la création et on a bâti des activités. On a expérimenté avec les élèves. On s'est réajusté. Donc, suite à ça, 15 séquences vidéo ont été captées dans les classes pour laisser des traces, pour savoir comment ça s'est passé au niveau du processus. Ça permet aux gens, quand on écoute une petite séquence vidéo, d'aller voir comment ça se passe dans une classe au niveau réel. Donc, on a vécu ce projet-là et suite à ce projet-là, il y a 8 activités qui ont été bâties pour le projet Code Montréal. On s'est inspiré de la co-construction ensemble pour bâtir. Ensuite, il y a eu la politique de réussite éducative qui est arrivée toujours en 2017. Donc, encore une fois, le ministère, hein, il disait que le numérique était important. On savait que le plan numérique s'en venait, donc on préparait le terrain. Tout à fait d'accord avec ce qui se passait à la commission scolaire. Les étoiles étaient bien alignées parce que la Fondation est venue nous voir. Pendant que nous, on réfléchissait à tout ça, comment on va faire pour mettre ça en place à la commission scolaire? Quelles seraient les meilleures façons de faire? La Fondation est venue nous voir et elle nous a parlé de leur idée, qui était de bâtir un projet pour que les enseignants soient accompagnés dans leur classe pour vivre le projet Code Montréal. Alors, on a réfléchi ensemble.
Comment on va mettre ça en place? Est-ce qu'on va faire des activités parascolaires après l'école ou on va le faire pendant le temps des classes? Alors, moi, la CP et la directrice du service et la fondation, on s'est assis et on s'est dit, ça serait plus, il y aurait plus de valeur ajoutée si on le faisait pendant le temps de la classe. Que ce soit au niveau du développement des compétences, que ce soit au niveau du développement professionnel des enseignants, pour qu'ils puissent co-construire, pour qu'ils puissent développer leur savoir en même temps que leurs élèves. Et là, on a commencé à bâtir le projet. L'autre chose aussi qu'on tenait beaucoup les services pédagogiques, c'était aller vers la programmation créative. On ne voulait pas que ça devienne des exerciceurs. On ne voulait pas que ça devienne suis ma méthode. On veut donner des consignes, on veut donner des intentions pédagogiques, mais on veut laisser la liberté que chaque enfant puisse bâtir son programme pour avoir des possibilités différentes d'atteindre le même but, la même intention pédagogique. Alors, on a bâti le projet et le projet, ben, il a commencé à voir le jour. Donc, on a commencé à réfléchir, à se réunir avec les partenaires. Il y a eu plusieurs rencontres. Donc, au niveau pédagogique, on a commencé à construire les activités. On était avec, à cette époque-là, on était avec aussi un partenaire externe pour se mettre ensemble. Évidemment, il y avait beaucoup de monde. À la CSDM, pour les services pédagogiques, bien évidemment, la première année, on était avec la directrice adjointe. La deuxième année, c'est la coordonnatrice qui a pris la relève pour continuer le projet. Moi, on s'appelle Dominique Chaillé, au récit local, j'ai resté dans le projet depuis le début, donc depuis quand on a commencé à le préparer en 15-16, après ça, 16-17 et 18-19. Il y a eu aussi analyste. La première année, l'analyste était avec un partenaire externe. C'était une équipe externe qui coordonnait certaines choses. Mais à l'interne, au niveau de la conseillance pédagogique, j'en avais beaucoup sur les épaules, donc beaucoup de tâches qui étaient reliées à l'analyste. Donc, nous avons décidé à la commission scolaire que tout ce qui était sondage, tout ce qui était horaire, tout ce qui était organisation, mais c'était préférable que ce soit un analyste qui le fasse. Et tout ce qui était au niveau pédagogique, conseillance, soutien des classes, mais c'était au niveau pédagogique, la conseillère pédagogique. Donc, cette année, il y a eu un analyste à la commission scolaire qui a co-organisé, et c'est Émilie, celle que vous avez vue tout à l'heure. Tout à l'heure, elle va pouvoir vous parler un petit peu plus de son rôle. Il y a aussi 5 animateurs. L'année dernière, les animateurs étaient avec le partenaire externe. Et cette année, on a décidé que les animateurs seraient avec l'équipe pédagogique. Pourquoi? Parce qu'on voulait avoir un meilleur soutien au niveau pédagogique. On voulait avoir un encadrement. On voulait aussi que les horaires, ça soit plus facile à coordonner. Et on voulait aussi diminuer les coûts. Alors, sous la responsabilité du service pédagogique, 5 animateurs. Dans les animateurs, on a des programmeurs et des enseignants. Les programmeurs sont des personnes qui ont une très grande expertise au niveau de la programmation. Ils ont une plus-value par rapport à ça. Ils ont une petite faiblesse au niveau de la pédagogie, mais on essaie de la combler en les soutenant. Au niveau des enseignants, eux autres sont très ferrés en pédagogie, mais au niveau de la programmation, bien, il faut qu'ils apprennent. Donc, tout le monde, on a co-construit ensemble, on a développé notre expertise pour former cette belle équipe. Et maintenant, je pense que tout le monde peut bien se débrouiller par rapport à ça. Ça, c'est au niveau de l'équipe du service pédagogique. Ce projet-là ne peut pas avoir lieu sans le service des TI. Ils travaillent dans l'ombre, ils sont plus silencieux, mais Dieu sait que leur travail est important. Donc, la directrice des services des TI a accepté d'en faire un projet spécial pour mettre son équipe à contribution. Donc, s'assurer que les postes de travail fonctionnent bien, s'assurer que le Wi-Fi rentre bien dans les classes qui participent. Parce que Scratch, sur le web, il faut évidemment avoir du Wi-Fi pour participer. Donc, les techniciens, les opérateurs ont été vérifiés, les bornes sans fil ont été vérifiés que les ordinateurs fonctionnaient bien. On a aussi installé sur le centre logiciel Scratch afin de le déposer sur les bureaux des ordinateurs si jamais le web ne fonctionnait pas. Mais on avait un plan B, on avait Scratch sur les ordinateurs pour nous permettre de ne pas perdre le temps. Bien évidemment, ce projet-là aussi, bien, c'est avec la Fondation que ça l'a créé, avec cette mise en place de toutes ces idées-là. Donc, on a co-construit avec la Fondation pour créer le projet qu'on voit aujourd'hui. Donc, le projet a évolué avec le temps. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous expliquer un petit peu plus son évolution.
Et il y a eu des partenaires financiers parce que la Fondation fait tout ce qui n'est pas au programme. Donc, qu'est-ce qui n'est pas au programme? La programmation n'est pas au programme, mais de plus en plus, avec le plan numérique, elle devient au programme et on incite les gens à le faire. Mais avoir de l'accompagnement en classe, du soutien directement sur le terrain, mais c'est une plus-value. Donc, grâce à la Fondation, ben, on a pu se payer ce luxe-là d'avoir de l'accompagnement, plus d'accompagnement sur le terrain et c'est très apprécié des enseignants. Alors, merci à la Fondation pour leur soutien. Alors, avec tout ce mijotement-là de nos idées à la table, avec les partenaires, donc, on a créé le premier projet Code Montréal qui a été réalisé dans l'année 17-18. Donc, on a eu 135 classes, 65 écoles, 3240 élèves qui ont participé. C'était des élèves de deuxième et troisième cycle pour la première année et on avait 8 activités. Donc, les activités étaient les mêmes pour le deuxième et le troisième. Nous étions la première année, donc on a vécu un réel succès. Donc, ça a été très intéressant. On s'est dit, ben, hein, on veut poursuivre ça. Donc, l'outil qu'on a utilisé, comme je vous disais tout à l'heure, c'est Scratch. C'est vraiment un outil qui nous permet la création, de la programmation. Ça permet aux jeunes de développer les compétences du 21e siècle. L'avantage de Scratch, il est disponible à l'école, mais il est aussi disponible à la maison parce que c'est un outil qui est gratuit, hein, qu'on n'a pas besoin de grand-chose. On ouvre son curseur web, si on utilise la version web, on se crée un compte et les comptes ont été créés par les classes. Donc, c'est un outil qui est très utilisé. Il y a plus de 29 millions de participants, là, sûrement que ça l'a monté encore. Donc, vraiment un outil très intéressant au niveau de la formation. Le service pédagogique, comme je vous le disais tantôt, était des intentions du service pédagogique était le développement professionnel des enfants. On ne voulait pas avoir un projet que quelqu'un vient dans la classe, fait une activité, ressort, puis il ne se passe plus rien. Pour nous, on disait comment on va faire pour que ça dure dans le temps, que l'enseignant développe son expertise. Alors, les enseignants qui participent au projet viennent à une journée de formation. Tous les enseignants qui ont participé en 17-18 ont reçu une journée de formation. Et il faut dire que les enseignants ne sont pas obligés de vivre le projet, c'est sur base volontaire. Ceux qui voulaient pouvaient participer et venaient à la formation. Et tous ceux qui sont venus participer à la formation, bien, ont vécu le projet dans leur classe. Donc, il y a eu une journée de formation. On s'est approprié c'est quoi les valeurs ajoutées, c'est quoi l'importance dans Scratch. On a vécu les activités avec les enseignants. Qu'est-ce qui était pour vivre en classe? On leur a fait vivre d'autres défis également. Comment l'enseigner? Comment faire une rétroaction pour que l'enseignant, tranquillement, développe son expertise et développe sa confiance. Les enseignants, bien, ils n'avaient pas fait de programmation. La majorité d'entre eux étaient débutants dans ce domaine-là. Donc, on les a accompagnés. Donc, je vous invite à aller voir la séquence vidéo hein, qui se retrouve sur le site Code Montréal. Un bref aperçu du projet. Qu'est-ce que les enfants font? Alors ici, je ne peux pas vous le montrer à l'écran, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit des enfants qui sont enthousiastes. On voit des enfants qui n'ont pas l'impression de travailler quand ils font de la programmation, ils ont l'impression de jouer. Mais le jeu est important. On apprend depuis toujours avec le jeu. Donc, quand l'enfant est en l'impression de jouer, ça veut dire qu'il se sent bien, ça veut dire qu'il est dans sa zone proximale de développement, puis ça veut dire qu'il est en train de construire son savoir. Donc, les enfants sont en équipe de deux, sont en train de réaliser les défis de Scratch. Il y a un animateur qui est dans la classe, qui soutient l'enseignant, qui soutient les enfants. Et les enfants ben, peuvent réaliser les activités en classe. Donc, 2 adultes pour le nombre d'élèves en classe, ça leur permet de vivre de belles activités. Et ça permet aussi de voir aux enfants, hein, dans la vidéo, on voit un jeune qui dit, ben moi, je ne pensais pas que c'était autant de travail, les jeux vidéo. Ah, peut-être que je vais pouvoir me diriger vers ça, ça me suscite mon intérêt. Donc, on voit les enfants qui sont en train de découvrir qu'est-ce que ça peut apporter la programmation pour leur futur aussi et qu'est-ce que ça peut apporter. Il y en a même une qui dit, moi, habituellement, je ne suis pas bonne en classe, mais là, j'étais bonne dans la programmation, ça l'a valorisé. Donc, grâce à ces habiletés-là qu'on peut ressortir, mais au niveau de la résolution de problèmes, au niveau de qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau, mais ça l'aide pour le développement des compétences. Émilie,
Hier, il y a eu des petits commentaires, donc on peut peut-être répondre à une ou deux questions. Oui, en fait, on a eu quelques questions hier, évidemment. La première question qui avait été posée hier, hein, je pense que le projet avait suscité beaucoup d'intérêt de la part des participants, c'est est-ce qu'on avait pensé à faire, en fait, à développer un projet pour le secondaire? Alors, l'année dernière aussi, on l'a eu comme commentaire. Donc, c'est sûr que notre premier plan, nous, pour l'instant, c'est de l'établir au primaire. Vous allez voir dans la séquence 2, là, on va l'établir aussi à l'éducation préscolaire. Je vais vous en parler un petit peu plus loin. C'est sûr qu'on a encore dans la tête le secondaire. Les gens du secondaire sont intéressés. Ils veulent aussi faire de la programmation. Alors, il va falloir s'asseoir l'analyste qui lit, moi, la coordonnatrice, les gens de la fondation, les pays, pour voir comment on pourrait faire ça pour le secondaire et joindre à cette équipe-là, bien évidemment, une conseillère pédagogique au secondaire, parce que moi, je travaille pour l'éducation préscolaire et le primaire. Donc, voir si on peut joindre à l'équipe une conseillère pédagogique supplémentaire pour bâtir les activités. Mais on en prend note, on voit que les gens suscitent. Si la question revient encore, ça veut dire que certaines personnes sont intéressées. Donc, on va le garder à l'ordre du jour pour pouvoir réfléchir là-dessus. Est-ce qu'il y avait une autre question, Émilie? Oui, en fait, il y avait une autre question. Puis par la suite, peut-être qu'on regardera les autres questions pour la fin. Il y a une autre question qui nous avait été posée OK. hier qui était si on avait pensé à faire une suite, encore une fois, qui permet des liens entre Scratch et les différents robots. Ça aussi, vous allez voir dans les perspectives de 19-20, justement, demain, je vais réfléchir avec Pierre Lachance du récit MST, justement là-dessus. Comment on va aller voir le potentiel pédagogique de Scratch et les robots. Donc, WeDo hein, peut participer, EV3, MBot qui ressemble beaucoup le logiciel à Scratch, il y a une copie de Scratch qui a été bonifiée. Donc, oui, effectivement, je vais travailler là-dessus, je vais réfléchir, je vais offrir pour l'année prochaine des formations. Donc, je suis en train de me préparer, je suis en train de voir tout le potentiel, je suis en train de faire des liens. Je vais me faire aider demain par un expert pour m'aider dans ma réflexion. Ça va toujours mieux d'avoir deux cerveaux pour co-construire, mais c'est sûr que ça va venir parce qu'évidemment, Scratch a beaucoup de possibilités et les robots, avec toutes les extensions dans le Scratch 3, ben, il y a un gros potentiel. Est-ce que ça va être intégré au projet? Ça, je ne sais pas. Mais nous, c'est sûr qu'au service pédagogique, on va offrir de la formation là-dessus. Alors, on a continué à réfléchir après ça. Et évidemment, ben, il y a eu toutes les consultations l'année dernière sur le PVER, hein, vers la réussite, le plan sur la réussite. Et on a interrogé les gens, les conseillers pédagogiques, les directions, les commissaires, les directions générales. Qu'est-ce qu'ils pensaient hein, de la programmation, de la compétence du 21e siècle? C'était quoi? Et qu'est-ce qui a été ressorti de ça? Ben, c'était la communication. Donc, les projets pour communiquer entre nous, les projets pour créer, les projets pour utiliser le numérique, les projets qui collaborent et les projets pour la pensée critique. Et le projet Code Montréal s'intégrait super bien là-dedans et c'est la même vision. Donc, on voyait qu'on était sur la bonne route. Donc, le service pédagogique, quand se sont réunis avec toutes les directions, les commissaires, la direction générale, les conseillers pédagogiques, les enseignants, tout le monde qui a été consulté, ils ont décidé d'écrire leur plan d'engagement vers la réussite avec 5 vraiment cibles. Donc, différentes cibles et une des cibles était directement reliée à la technologie. C'est un choix que la commission scolaire a fait pour justement mettre en valeur tout ce qui est l'utilisation du numérique pour le développement des compétences. Pas pour utiliser le numérique vraiment pour créer, pour développer les compétences, comment pour construire. Donc, le plan a été, puis il y a même une petite citation ici, le lieu, c'est composant des outils numériques physiques ou virtuels se déploient les stratégies pédagogiques qui mobilisent des TIC qui répondent aux besoins des apprenants dans le développement de leur plein potentiel. Donc, le plein potentiel de l'outil, mais le plein potentiel de l'élève aussi pour justement apprendre. Donc, le projet se poursuit et nous aussi, au niveau pédagogique, donc j'ai décidé de faire un autre groupe, une autre communauté de pratique
Je me suis assise avec des enseignantes cette fois-ci, les petits. J'ai été longtemps au Service national du lycée à l'éducation préscolaire pendant plusieurs années et je trouvais important qu'il y ait un continuum. Tantôt, on avait la question du secondaire. Effectivement, c'est important par la suite, mais c'est important aussi avec les petits. Cette année, j'avais l'intention de le mettre avec les petits, mais avant de le mettre, il faut le tester. Donc, je me suis assise avec des enseignantes encore volontaires. Donc, des enseignantes qui ont levé la main et étaient prêtes à venir co-construire avec moi. Donc, on avait sept enseignants. On a eu 6 rencontres ensemble. On a échangé, on a construit, on a essayé, on s'est réajusté, on a fait des essais pour voir avec les petits qu'est-ce qui était possible de faire. Donc, à l'éducation préscolaire, on a utilisé la Bluebot. Bon, la Bluebot, c'est une petite abeille qui répond à une commande. Donc, il faut faire la séquence de programmation. L'ordre est très important, le respect des consignes, de voir le trajet. Et avec le premier cycle, on a testé Scratch Junior pour voir le potentiel pédagogique de cet outil-là, de voir comment on devait l'enseigner avec les petits. Voyons, l'approche avec les petits, donc, on a construit notre savoir par rapport à ça et on est allé valider dans les classes pour créer. Pendant tout ce processus-là, au mois de mai, bien évidemment, le plan numérique est sorti. Il y a une petite erreur dans ma diapo, c'est en mai 2018 que ça l'a sorti. Donc, le plan numérique est sorti juste avant les vacances, donc ça a été vite. Ça confirmait un peu ce qu'on pensait. La programmation et la robotique étaient vraiment en vedette par rapport à ça. Donc là, on avait beaucoup de bagages pour construire la deuxième année du projet. Donc, on s'est assis ensemble, l'équipe, et j'ai développé avec les enseignantes avec qui j'avais travaillé les activités pour intégrer l'éducation préscolaire et le premier cycle. Et l'autre chose aussi qu'on avait comme difficulté l'année dernière, c'est qu'on avait 8 activités seulement pour le deuxième et le troisième cycle. Donc, si l'élève le faisait en troisième année et que l'année suivante, son enseignant voulait le faire, disons en quatrième année ou en cinquième année, mais l'élève, lui, avait déjà fait les activités. Donc, on a décidé, alors j'ai retroussé mes manches et j'ai bâti 32 nouvelles activités inspirées des communautés de pratique, qu'est-ce qui avait été vécu sur le terrain, qu'est-ce qui avait été les forces et les faiblesses, évidemment, on les a bonifiées pour qu'ils deviennent des forces. Donc, on a bâti 32 activités en s'inspirant des communautés de pratique et pour le premier cycle, j'ai co-construit avec une enseignante du premier cycle les activités. Donc, les activités ont été développées. Certaines activités de l'année 17-18 ont été récupérées, ils ont été ajoutées, ils ont été bonifiées. On bonifie toujours le travail. Donc, cette année, 32 activités disponibles, 8 pour l'éducation préscolaire, 8 pour le premier cycle, 8 pour le deuxième cycle, 8 pour le troisième cycle. Et cette année, on a 150 classes qui ont participé. On avait un potentiel de 300 enseignants volontaires. On en a ciblé 150 parce qu'on avait la capacité de desservir 150, 65 écoles, 3620 élèves qui ont vécu ou qui vivent présentement les activités du Presco jusqu'au troisième. Autre nouveauté aussi pour l'an 2, c'est que nous avions des enseignantes qui disaient, ou des enseignants, qui disaient, moi j'aimerais ça le refaire. Je ne me sens pas encore assez à l'aise pour le faire toute seule dans ma classe. Alors j'aimerais ça revenir pour une deuxième année. Alors, je me suis interrogée et je me suis dit, comment faire pour que l'enseignant ait la capacité de développer son expertise? Alors, on a offert une deuxième journée à ces enseignants-là de formation. Et tous les autres aussi qui sont venus ont reçu une journée de formation. Mais les enseignants de l'an 2 ont reçu une formation un peu plus spéciale, un petit peu plus spécifique. Et j'ai bâti une activité spéciale pour eux autres pour leur donner un petit défi supplémentaire. Et les enseignantes, quand ils revenaient pour l'an 2, bien, les 4 premiers ateliers, ils devaient les animer seuls en classe. Donc, il y en a qui étaient un petit peu insécures au début, mais on leur disait, inquiétez-vous pas, vous allez avoir du soutien. Et le soutien, on l'a donné à distance. Donc, il y avait un programmeur qui était disponible à distance dans des plages horaires fixes pour répondre aux questions des enseignants. Et s'il y avait plus besoin, bien, ils se débranchaient puis ils continuaient avec leurs élèves. Et pour ceux qui étaient à l'an 1, eux autres avaient le droit à 8 ateliers en classe d'1 heure pour avoir le soutien en classe. Donc, la formation et le 8 heures de soutien.
Pour les gens de l'an 2, une deuxième formation, 4 ateliers à distance et 4 ateliers en classe. Les 4 ateliers un peu plus difficiles, mais qui étaient soutenus en classe par le programmeur. Donc ça, c'est la nouveauté de 18-19. Hein, notre cerveau chemine, on se réajuste, on bonifie le projet. Donc, pour les petits, comme je vous l'ai déjà annoncé, ben, on a choisi pour les enfants de la maternelle Bluebot, qui permet la programmation. Donc, c'est une petite abeille. Ça a l'air, beaucoup disent que c'est un petit robot. C'est pas un robot parce qu'elle n'a pas de capteur, mais quand même, elle a quand même un potentiel. C'est un objet qui bouge aussi pour l'écran. Pour les petits, c'est important qu'ils puissent bien voir. Donc, ça permettait la créativité numérique, permettait de créer des jeux, permettait une multitude de possibilités pédagogiques en ajoutant des images sur les tapis. Donc, les enseignantes ont construit leur propre tapis de programmation. Donc, ça donnait plus de flexibilité au niveau de la grandeur du tapis. Donc, on a on a acheté du vinyle pour faire des nappes assez épais, par exemple. On a tracé les lignes de 15 par 15 et là, les enseignantes avaient à créer. Donc, dans le projet, on a fait la même chose. Donc, à chaque atelier de 1 heure, ben, on découvre les lettres, on découvre les formes géométriques, on découvre les rimes. Donc, plusieurs activités qui ont été bâties pour les enfants de la maternelle. Au premier cycle, ben, on a choisi Scratch Junior. Donc, c'est vraiment un outil qui est intéressant. Scratch fonctionne avec la tablette seulement pour l'instant. Donc, on a bâti les 8 activités sur la tablette pour vraiment explorer les différents modules, les blocs de programmation et leur faire voir toutes les possibilités pédagogiques. Et les enfants ont pu créer des histoires interactives et faire parler les personnages, enregistrer des voix. Donc, beaucoup de potentiel pédagogique. Le projet se poursuit, notre réflexion se poursuit. Présentement, les écoles ont à faire leur projet éducatif. Donc, ça aussi, ça vient alimenter notre réflexion pour voir comment on va faire pour bonifier le projet Code Montréal, comment on va faire aussi pour bonifier nos interventions, pour aller vers le sens du plan numérique, pour aller vers le sens du ministère, pour que les enseignants développent leur expertise. Je pense qu'on est sur la bonne voie par rapport à ça. Donc, si je vous résume un petit peu comment ça fonctionne, ben nous, au mois de mai, donc si on recule dans le temps, c'est toujours au mois de mai présentement. Donc là, bientôt, on va arriver au mois de mai de l'année 2019, bien, on va prendre les inscriptions pour la prochaine année scolaire. Pourquoi qu'on le fait dès maintenant? Bien, nous, ça nous permet de se mettre en branle pour préparer le terrain. Donc, combien d'animateurs qu'on va avoir de besoin? Combien de matériel qu'on va avoir de besoin? Combien de classes qu'on va être capable de prendre? Quelles classes qu'on va pouvoir soutenir? Regardez au niveau du territoire. Vous savez qu'à la Commission scolaire de Montréal, le territoire est grand. Donc, on prépare le terrain pour que dès le mois de septembre, dès que l'année scolaire commence, je commence les formations avec les enfants. Donc, les enseignants reçoivent leur confirmation. Ils savent qu'ils ont été sélectionnés pour le projet. C'est toujours des enseignants volontaires. On ne force personne. Tout le monde est libre cours. Et dès septembre, octobre, je forme tout le monde. Donc, vous avez vu qu'il y avait 150 enseignants. J'ai formé les 150. Donc, plusieurs journées de formation pour le presco, pour le premier cycle, pour le deuxième cycle, pour le troisième cycle. Donc, 4 séries de formations différentes. Je prends toujours des groupes de 15 environ enseignants à la fois parce que je suis seule avec eux. Donc, on co-construit. Donc, 10 journées de formation environ, plus les suppléants qu'on prend. On fait aussi une banque de suppléants si jamais des enseignants qui doivent se désister parce qu'ils sont, parce qu'ils donnent la vie ou parce qu'ils sont malades. Donc, on a toujours une banque d'enseignants qui ont suivi la formation et tous les enseignants qui suivent la formation, ils vivent le projet. Donc, on forme les enseignants en septembre et octobre. C'est peut-être pas l'idéal de toutes les former en septembre et octobre, mais on n'a pas le choix à la Commission scolaire de Montréal parce qu'on vit depuis 2 ans une très grande pénurie. Et moi, septembre et octobre, on n'a pas beaucoup de difficultés à trouver des suppléants, mais plus l'année avance, là, on a de la difficulté. Fait qu'ils nous demandent de faire les formations le soir. Donc, les enseignants préfèrent le jour, donc on essaie de former tout le monde de jour pendant qu'on a encore des suppléants. Donc, comme je vous dis, ça a des forces et des faiblesses. C'est sûr que l'enseignant qui commence son projet au mois de février, après avec le soutien, ça y fait loin au niveau de la formation, mais c'est le mieux qu'on puisse faire. On se réajuste toujours avec les contraintes qu'on peut avoir et on essaie de voir le côté positif des choses. Les horaires aussi sont faits, donc Émilie fait les horaires. Donc, pour tous ces enseignants-là, vous voyez que c'est quand même assez particulier parce que nous, à la Commission scolaire de Montréal,
Nous n'avons pas les mêmes journées pédagogiques dans nos écoles. Donc, chaque école détermine ses journées pédagogiques. Chaque école, évidemment, a ses spécialistes. Chaque école a son horaire, donc un horaire de 5 jours, 8 jours, 10 jours, dépendant comment ça fonctionne dans les écoles. Donc, je lève mon chapeau à Émilie parce qu'elle fait les horaires pour satisfaire tout le monde. Les enseignants sont consultés pour savoir c'est quoi leur horaire. Donc, Émilie fait un travail de moine pour mettre les activités à la bonne place pour qu'ils puissent vivre. Donc, ça, c'est fait un mois à l'avance. Chaque enseignant reçoit son horaire. Les activités débutent en octobre et se déroulent jusqu'en mai. On n'essaie pas de faire d'activités en juin si possible. C'est sûr que vu certaines contraintes, des fois, on n'a pas le choix, mais parce qu'après, les examens commencent, il y a beaucoup d'examens, il y a beaucoup de contraintes, beaucoup de sorties, beaucoup d'activités à l'extérieur parce que c'est la fin de l'année. Donc, on essaie de terminer en mai, bon, si possible le début juin, là, pour faire ça. Donc, les cohortes se multiplient. On réussit à faire 3, 4 ou 5 cohortes par année, dépendant des années. Donc, c'est 8 semaines consécutives, 1 heure par semaine. Donc, supposons que je commence en octobre, ben, j'ai une activité par semaine, 1 heure à la fois. Et si jamais il y a des contraintes, on laisse toujours un battement de 2 semaines avant de commencer une autre cohorte pour se permettre, si jamais il y a eu annulation, l'enseignant était malade, l'animateur, ou peu importe, il y a eu quelque chose qui a été annulé. Donc, on remet dans cette phase de transition-là les horaires afin de terminer pour commencer une autre cohorte par la suite. Alors, plusieurs groupes se succèdent. Émilie, je t'inviterai à revenir. Elle va se rebrancher, ça ne sera pas bien long, la technologie. Alors, Émilie, en même temps, moi, je vais te poser une question. Je sais que c'est un des participants qui l'a posé, qui demandait c'était quoi ton rôle. J'en ai parlé un petit peu, mais je vais te laisser la place pour que tu puisses en parler un petit peu plus. Oui. En fait, je pense que tu as très bien expliqué mon rôle. En fait, c'est principalement en fait de veiller à la coordination du projet. Donc, tout ce qui est plus planification, gestion. Donc, c'est plutôt moi qui s'en occupe, comme Pascal disait tantôt, les horaires, qui est un gros morceau en fait du projet, qui est très, très important de les faire comme pour satisfaire tout le monde, en fait, pour s'assurer que le temps entre les activités soit viable pour les instructeurs aussi. Je m'occupe de faire des suivis aussi avec les enseignants. Je réponds aux questions. Je m'assure que les instructeurs aient le matériel nécessaire aussi en main pour chacune des activités et je fais des liens réguliers aussi avec la Fondation. Merci, Émilie. Alors, les questions, là, je t'ai posé la question parce que je Oui. savais, vu qu'on l'avait vu hier. Est-ce qu'il y avait d'autres questions des participants? Oui, ben en fait, hier, on a eu quelques questions en lien avec les inscriptions. Je pense que tu as bien répondu. Par contre, on avait une question qui est en lien avec les enseignants qui participent actuellement à l'an 1 et se demandaient si automatiquement ils étaient éligibles et participaient automatiquement aux ateliers de l'an 2. Alors, pour répondre à cette question-là, eh à chaque année, on refait les inscriptions. C'est certain que l'enseignant qui a fait à l'an 1, mais lui va s'inscrire dans les inscriptions pour l'an 2. On prend un certain nombre d'enseignants pour l'an 2 et on prend un certain nombre d'enseignants pour l'an 1. Donc, on refait le processus d'inscription à chaque année pour permettre aux enseignants qui n'ont entendu parler de pouvoir aussi avoir le privilège de s'inscrire et pouvoir aussi distribuer là, le nombre de places qu'on avait. Donc, comme cette année, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui étaient intéressés. C'est un beau problème qu'on avait. On a fait tout notre possible pour répondre au maximum d'enseignants qui étaient intéressés. Donc, oui, il faut refaire des inscriptions à chaque année. Est-ce qu'il y avait une autre question, Émilie? Oui, il y avait une autre question qui était un peu plus en lien avec les programmeurs. Quelqu'un qui nous demandait hier si les programmeurs travaillaient à temps plein sur le projet. Ben, en fait, certains travaillent presque à temps plein sur le projet, mais il faut savoir que ce sont des gens qui sont professionnels dans leur domaine. Donc, ils ont souvent des contrats à l'extérieur ou ont leur propre entreprise de programmation. Donc, c'est des gens qui sont passionnés, qui ont à cœur de transmettre leur passion aux enfants et le font avec beaucoup d'enthousiasme et de plaisir et sont très professionnels dans leur domaine. Donc, nous, on a fait le choix que les programmeurs travaillent avec les enseignants, plus particulièrement là, les enseignants de deuxième et troisième cycle, justement au niveau de leur expertise, au niveau de la programmation,
vu que les défis sont un petit peu plus croustillants au deuxième et troisième cycle, mais qu'ils puissent justement bonifier et accompagner les enseignants. Est-ce qu'on sait, toi tu le sais, Émilie, les heures approximatives, on sait qu'on a 3 programmeurs, c'est quoi leur contrat à peu près, combien d'heures qu'ils ont avec la commission scolaire? Jusqu'à maintenant, j'ai pas le calcul complet, mais c'est un très grand nombre d'heures. Certains d'entre eux travaillent 4 jours semaine avec nous. Donc, travaillent de l'ouverture des classes entre 7h30 et 8h15 environ jusqu'à la fin des classes, voire 4, parfois même 5 groupes par jour. Donc, on les tient bien occupés. Excellent, puis ils sont excellents aussi, on va les valoriser quand même. Merci, Émilie. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou on les garde pour la fin? Je pense qu'on a répondu à la grande majorité des questions qui ont été posées hier. Excellent. Donc, excellent, je continue alors. Merci, Émilie. Donc, au niveau des statistiques, c'est quand même assez impressionnant, nos statistiques après 2 ans. C'est sûr que c'est vraiment un travail, puis ça, je vais le répéter là. Le travail de la Fondation, le travail des TI, le travail des services pédagogiques a fait en sorte que 6 480 élèves ont participé au projet. 270 enseignants volontaires, ça c'est important. Il n'y a personne qui a été forcé. C'est des enseignants qui veulent participer et 95 écoles participantes. C'est quand même, on est un gros territoire, la commission scolaire, c'est presque le 3/4 de nos écoles qui participent, au moins une classe qui participe au projet. Donc, ça a vraiment fait un bond après 2 ans. Donc, c'est vraiment grâce à ce travail d'équipe-là qui fait en sorte que le projet a vraiment fait explosion. Les ressources sur le site Code Montréal. Je vous invite à consulter le site Code Montréal. C'est disponible pour tous les enseignants du Québec. Ce n'est pas juste pour la commission scolaire. Les activités sont vraiment décrites pas à pas. Quelqu'un qui est plus débutant peut suivre la recette. Quelqu'un qui est plus habile peut faire de l'inférence puis s'inspirer des idées pour co-construire autre chose. Donc, c'est là pour disponible pour tout le monde. Tout le monde a accès que vous êtes de n'importe quelle commission scolaire du Québec ou d'une autre province du Canada, vous pouvez aller chercher. Donc, c'était quelque chose d'important pour la Fondation de mettre disponible pour tout le monde les activités. Donc, les activités, et sur le site, les activités sont présentes. Donc, pour l'éducation préscolaire, vous voyez les petits monstres sont là. Donc, il y a 8 activités, 8 heures d'activités qui sont disponibles. Donc, si vous cliquez sur chacun des monstres, vous allez avoir vraiment tout le détail et il est possible de télécharger la version PDF. Moi, je vous encourage à utiliser la version web parce qu'on sait qu'on a la chance de faire une bonification, on la met sur la version web et la version PDF, elle, des fois, elle date de la date qu'on a fait la transformation. Donc, si la dernière transformation a été faite en février, vous avez la version de février, tandis que la version web, elle est bonifiée. Donc, 8 activités à l'éducation préscolaire. Donc, ça, c'est une nouveauté de cette année. 8 activités pour le premier cycle avec Scratch Junior. Donc, 8 activités que les enfants peuvent vivre et les enseignants peuvent s'inspirer parce qu'après les 8 ateliers, l'enseignant peut continuer puis dire ah, moi, ça me donne l'idée de faire telle autre chose, ou le faire en atelier. Les enfants, maintenant qu'ils ont l'expertise, ils peuvent poursuivre en atelier ces activités-là. Au deuxième et au troisième cycle, bien là, il y a eu un changement. On a pris les 8 activités qui étaient là à la base, on les a transformées, on a bâti 8 activités pour le deuxième cycle, 8 activités pour le troisième cycle, et on a bâti aussi des activités, une petite activité spéciale pour l'an 2, pour donner un petit challenge supplémentaire aux enseignants qui vivaient l'an 2. Donc, au deuxième cycle, les 8 activités sont disponibles. Et au troisième cycle, bien, on a ajouté un autre quelque chose de spécial pour les gens de l'an 2. On a ajouté, les enseignants sont invités avec leurs élèves à bâtir, pour ceux qui sont de l'an 2, un jeu de Pong, donc de créer un jeu vidéo et d'intégrer le Maki-Maki pour en faire une manette de son jeu vidéo. Donc, on intègre le laboratoire créatif du Maki-Maki pour co-construire. Il y a même des enseignantes là, qui ont eu l'inspiration pour le Maki-Maki et ont été plus loin. Alors, ça, c'est pour les activités. Ils sont vraiment là pour vous inspirer. Faites du pouce dessus. Vous pouvez les utiliser telles quelles. Vous pouvez les bonifier. Donc, la seule chose, vous mentionnez que ça vient du projet Code Montréal si vous les modifiez. Hier, on a eu le témoignage de Laurence Brière-Labbé. Émilie, tu peux peut-être te rebrancher. On va essayer de résumer ensemble
qu'est-ce que Laurence elle nous a dit. Alors, moi, je vais te dire qu'est-ce qui m'a frappé par rapport à Laurence, qu'est-ce qu'elle disait. Tu pourras bonifier Émilie, là, si j'oublie des choses. Alors, Émilie, elle a vécu les deux années, donc la première année et la deuxième année. À la deuxième année, elle disait qu'elle a eu un petit choc quand elle a appris qu'elle devait apprendre à animer les 4 premiers ateliers. Elle disait, mon Dieu, est-ce que je vais être capable? Donc, il y a eu une petite insécurité. Elle est revenue à la formation. Elle se sentait plus sécure. Puis hier, elle disait, ben, maintenant, je suis une pro. Elle disait, j'ai assez de confiance. J'ai fait les 8 ateliers l'année passée. J'ai refait les 4 ateliers cette année toute seule avec mes élèves. J'ai eu le soutien des 4 autres avec l'animateur. Puis maintenant, je suis pas mal bonne. Et même, j'ai dépassé, j'ai des élèves qui vont plus loin. Elle a vécu aussi avec Maki Maki. Elle a été plus loin. Elle a été au centre hein, des arts technologiques pour suivre une formation supplémentaire. Pardon? La Tu voulais SAT, oui. compléter, Émilie? Non, je voulais Merci, c'est juste ça, dire, j'avais c'est un petit blanc, là. oui. Excellent, merci. C'est pour ça que je t'ai fait allumer parce que je voulais que tu m'aides. Donc, avec la SAT, la Société des arts technologiques, poursuivre une formation pour aller plus loin. Donc, elle a vraiment accroché. Puis elle dit, maintenant, moi, là, je me sens bonne. Parce qu'il y avait des choses que j'ai oubliées de ce qu'elle disait, Émilie. Je me souviens qu'elle a parlé aussi de certains de ses élèves qui ont vraiment accroché, qui ont adoré travailler Ah avec oui, Scratch, qui poursuivent en fait à la maison leur projet. Et parce qu'évidemment, ils ont accès en ligne avec Scratch en ligne. Donc, et que là, ils développent là, vraiment de plus en plus leur projet. Et puis, bon, ça, évidemment, ça la rendait très heureuse de savoir ça et les élèves étaient très, très motivés. moi, quand j'entends que l'enseignant se trouve experte et que j'entends que l'enfant veut continuer à la maison, moi, je me dis, on a réussi notre mission. On a réussi à transmettre hein, la passion de la programmation, de dire aux jeunes, c'est pas si sorcier que ça, tu es capable d'aller plus loin. Donc, ça, c'est vraiment là, un bouquet de fleurs pour nous, les pédagogues, quand on sait que l'enseignant dit maintenant, mais moi, je me trouve bonne, puis mes élèves sont bons. Donc, c'est vraiment très agréable. Oui. Il y Est-ce que avait tu voulais aussi une bonifier encore, Émilie? Oui, il y avait une question qui avait été posée à Laurence hier, qui était en fait, un participant lui avait demandé si elle avait réussi à intégrer des enseignements en utilisant Scratch plutôt que des outils traditionnels. Et elle nous avait dit que oui. Là, je me souviens plus de toutes les façons qu'elle avait réussi à l'utiliser, mais elle nous avait raconté qu'elle l'avait utilisé avec, je crois, un jeu de multiplication ou avec les fractions. Bref, je ne sais pas, Pascal, si tu te souviens de ces intégrations, mais en Oui. mathématiques, elle a Ben, dit je vais qu'elle était. bonifier en même temps. Pardon? Excellent, merci, tu as une bonne mémoire. Donc, oui, effectivement, elle a dit hein, au niveau de la résolution de problèmes, elle a travaillé beaucoup au niveau de la résolution de problèmes. Et qu'est-ce qui est intéressant dans Scratch, c'est que tu es dans un contexte signifiant. Ce n'est pas un problème fictif, tu es confronté au problème, donc les stratégies qui sont là. Donc, c'est directement en lien avec le programme. Elle avait fait hein, des liens avec les additions. Et dans les activités aussi, qu'est-ce qu'il y a? On demande aux enseignants de créer une histoire. Donc, au niveau du domaine des langues, là, on va travailler à la rédaction d'une histoire. Donc, les lutins vont interagir, ils vont enregistrer leur voix, ils vont faire des commentaires. Donc, il y a beaucoup de liens avec le programme, et ça aussi, c'est important. Et on peut pousser un peu plus là-dessus l'année prochaine pour que l'enseignant soit conscient de tous les liens. Durant les formations, je m'arrête et je demande aux enseignants s'ils voient les liens avec le développement des compétences en lien avec leur programme. Et tranquillement, on va bâtir, mais ça, l'année prochaine, je veux encore plus miser là-dessus, je veux encore plus développer pour qu'on puisse bien voir tous les liens avec le programme et que l'enseignant sente que ça fait partie prenante de son programme et non pas une activité à part. Donc, c'est bien intégré. Donc là, on n'a pas le témoignage de Laurence en direct, mais on a réussi à deux à vous résumer le tout. Donc, ça n'a pas rapport. Merci, Émilie. Donc, on achève. Tu peux rester là si tu veux. Ah, OK, tu reviendras tout à l'heure. Ça n'a pas rapport avec nous, le service pédagogique, ni avec le service des TI, mais je trouve que c'est un bon coup de la Fondation parce que c'est important d'impliquer le communautaire. Donc, ils ont fait des liens avec les bibliothèques du quartier pour que le but, c'est que toutes les bibliothèques des quartiers de Montréal soient sollicitées pour faire vivre aux jeunes des activités de Code Montréal avec la Ville de Montréal, les bibliothèques de la Ville.
Donc, ça se passe le samedi matin ou le soir et c'est des bénévoles qui font ça. Ils font vivre aux élèves du quartier. Donc, si l'enseignant de la classe ne participe pas, mais que le jeune, lui, entend par ses amis, bien, il peut aller aux activités de la bibliothèque. Et présentement, on a 14 bibliothèques qui font vivre aux enfants des activités. Donc, c'est une belle initiative entre la Fondation et la Ville de Montréal. Donc, c'est comme une plus-value par rapport à ça. Donc, le futur, hein, on a eu des demandes avec les robots, on a eu des demandes avec le secondaire, on va réfléchir à ça. Évidemment, le futur, moi, en tant que conseillère pédagogique, j'aimerais que ça se poursuive, mais évidemment, il faut s'asseoir avec l'équipe pour voir si c'est possible de poursuivre, avec la fondation, avec le service des TI, avec les services pédagogiques. Et voici quelques de mes idées là, pour poursuivre au niveau des activités. Travailler encore le développement professionnel, ça, c'est super important. Moi, quand une enseignante me dit, maintenant, je me trouve pas mal bonne, je me dis, j'ai réussi ma mission, cette enseignante-là, check, elle est autonome, elle est capable, elle transmet sa passion aux élèves pour la programmation. J'ai réussi mon travail, donc c'est très valorisant. Développer l'autonomie des enseignants, faire les activités pour les enfants. Ça, c'est important, là, que les activités soient bien dans la zone proximale des jeunes. Donc, des fois, en tant qu'enseignant, on va aller trop vite, trop rapidement. Donc, moi, c'est important de vraiment calibrer pour que ce soit en lien avec le programme, en lien avec le développement des jeunes, pour que ça se situe dans la zone proximale des jeunes des classes. Donc, du deuxième, c'est du troisième, c'est du presco, peu importe. Et j'aimerais ça pouvoir bâtir les activités. Là, présentement, on a 32 activités. J'aimerais ça en bâtir pour arriver à 56 pour que chaque niveau scolaire, donc le premier cycle, la première année, la deuxième année, puissent avoir chacun leurs 8 activités. Comme ça, si l'enfant revient d'une année à l'autre, mais il vit d'autres types d'activités, il ne vit pas les mêmes activités. Donc, ça, tranquillement, j'aimerais ça. Donc, on va voir si ça va rester là. De rester dans la programmation créative. Moi, je ne suis pas adepte on donne la recette à l'enfant et il reproduit cette recette-là. On lui donne une intention pédagogique, on lui donne une cible à cibler, on lui donne des outils, on explique certains blocs de programmation et on le laisse construire. Et j'aime ça dans une classe quand je me retrouve que j'ai 5, 6, 7 possibilités différentes pour arriver au même but. Je me dis, là, les stratégies sont encore plus riches. Donc, on va s'asseoir, on va voir, mais déjà, on a des idées pour l'année prochaine, mais je suis certaine que Émilie, elle a des idées aussi, que les patrons et la fondation et les services des TI aussi. Donc, on va dire le petit mot de la fin. Émilie, est-ce que tu voudrais revenir? J'aime ça quand tu es avec moi. Alors, moi, en tout cas, je vous remercie. C'est sûr que là, c'est un peu spécial parce qu'Émilie et moi, on vous on rappelle un peu qu'est-ce qu'on a vécu hier, mais on trouvait important qu'on ait des traces de cette présentation-là. Est-ce que tu voudrais dire un petit mot de la fin, Émilie? En fait, non, je pense qu'on a répondu à toutes les questions qui nous ont été posées hier. En fait, je pense que aussi, j'inviterais les gens à utiliser là, tous les liens que tu as déposés sur ta présentation. Il y a énormément de ressources intéressantes. Et puis, merci beaucoup de votre participation, de votre écoute plutôt. Merci, Émilie, hein, d'avoir accepté de revivre ça avec moi aujourd'hui. Je me sens moins seule et grâce à toi, c'est plus dynamique aussi. Alors, cette année, il y a une petite nouveauté au niveau des présentations du rendez-vous du récit. Il y a des badges de participation. Vous pouvez aller chercher votre badge de participation comme quoi vous avez soit suivi à distance ou en présentiel. Hier, nous avions 35 participants qui étaient en présentiel avec nous. Donc, vous pouvez aller chercher votre badge de participation pour le projet Code Montréal. Alors, comment obtenir sa badge? On s'en va sur campusrécit.qc.ca, on se connecte, on se crée un compte, on s'en va à l'événement du 19 mars et on demande la badge de participation et le tour est joué. On peut les cumuler dans notre portfolio professionnel et on sait que nous avons participé au webinaire du récit. Le récit également vous invite à compléter le sondage. Donc ici, vous avez le lien URL, vous avez le code QR pour aller remplir le sondage. Ça, c'est très apprécié pour savoir qu'est-ce que vous avez besoin aussi, vos commentaires. Si vous avez des suggestions aussi à faire par rapport à d'autres présentations que vous aimeriez avoir, c'est le temps de le faire par rapport à ça. Donc, je vous ai placé aussi quelques références que j'ai utilisées pendant la présentation pour que vous puissiez aller
pages de référence à la fin de la présentation. Comme je vous disais au départ, la présentation est disponible et elle sera aussi disponible sur le site du récit. Je remercie, aujourd'hui on n'avait pas Laurence, mais je remercie Laurence qui avait accepté de faire un témoignage pendant ses heures de cours pour venir parler de son expérience. Je remercie Émilie, évidemment, analyste au projet Code Montréal, qui travaille très fort pour ce projet-là, pour la réalisation. Je remercie les animateurs, les programmeurs qui travaillent si fort avec les enfants, les élèves pour partager leur vécu, leur savoir. Je remercie évidemment le service pédagogique, la Fondation, le service des TI, qui, ensemble, on a bâti ce projet-là. Alors, merci beaucoup et à la prochaine. J'espère que notre cheminement va vous permettre de construire un projet similaire dans votre milieu. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec nous, donc sans problème. Pour mon adresse, je m'appelle Pascal Dominique Chailly. Vous pouvez retrouver mon adresse sur le site du récit et ou communiquer avec la Fondation aussi de Code Montréal. Donc, l'important, c'est de pouvoir que les enfants puissent programmer et de transmettre cette passion-là. Alors, merci beaucoup. À la prochaine.